Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Il est 20h15, c'est Info Soir. Tout de suite, les titres de cette édition. Des stations de vaccination mises en place au sein des facultés pour permettre au corps éducatif de se faire vacciner. Nous étions cet après-midi à la faculté des sciences humaines et des lettres de Ain Choc à l'université Hassan II où plus de 1000 personnes ont été vaccinées en 2 jours. La Tunisie en pleine crise sanitaire et en plein blocage politique depuis plusieurs semaines, c'est le sujet de la chronique de Amina Ben Khalq, un œil sur le monde qui nous dira si un scénario de sortie de crise se profile à l'horizon. Démantèlement d'un important réseau à Nador, 16 personnes ont été interpellées pour leur implication présumée dans une affaire liée à l'immigration clandestine, traite humaine et trafic international de drogue et de psychotropes. Et nous irons du côté de la province de Khnefra, précisément à Ejdir, au cœur de la cédrée du Moyen Atlas, un site qui regorge d'atouts naturels avec des possibilités d'hébergement très larges. Mais en cette période de pandémie, les visiteurs se font de plus en plus rares. Ils font partie des frontliners, les enseignants, le corps éducatif fait partie des staffs qui sont au front de la lutte contre la pandémie. Des stations de vaccination ont été mises en place au sein des facultés pour permettre aux enseignants et au personnel de l'administration de se faire vacciner. Nous étions cet après-midi à la faculté des sciences humaines et des lettres de Ain Choc à l'université Hassan II à Casablanca où plus de 1000 personnes ont été vaccinées en 2 jours. Reportage Mohamed Magri, le récit et de Rita Sah. L'affluence était au rendez-vous dans ce centre de vaccination installé dans les enceintes de la faculté des sciences de Ain Choc. Ces enseignants et autres personnels relevant de l'établissement, ainsi que d'autres grandes écoles de la région, avaient hâte de recevoir leur première injection. Pour ce professeur en immunologie, l'opération permettra d'atteindre une immunité collective vaccinale et limiter ainsi la diffusion du virus. La vaccination, c'est obligatoire et c'est nécessaire pour faire face à toutes sortes d'épidémies, de maladies infectieuses et en l'occurrence en ce qui concerne la Covid-19. Donc j'encourage tout le monde à faire pareil. Je suis maintenant en petite pause parce que j'ai bien reçu ma dose. J'attends aussi une deuxième dose, Inch'Allah, d'ici 21 jours comme on m'a expliqué. Près de 1000 personnes ont répondu présentes à ce rendez-vous durant ces 2 jours. Après un contrôle d'identité, le staff médical s'assure que le citoyen en question peut recevoir le vaccin. Certains cas ont d'ailleurs été refusés pour raison médicale. Nous constatons une adhésion presque totale de tous les concernés et nous sommes ravis de ça. Ça dépasse largement les 90 à 95% de ceux qui sont inscrits sur les listes. Des inscrits qui devront patienter 3 semaines ou plus avant de recevoir la deuxième dose du vaccin et pouvoir ainsi reprendre à terme une vie normale. Le même dispositif a également été mis en place à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Ensbeh, dont le doyen est l'invité de ce journal, Driss Labadi. Bonsoir. Alors comment s'est organisée cette opération et combien de personnes ont bénéficié de cette campagne ? Alors, au niveau de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Ensbeh, nous avons 80 enseignants. Les éligibles, c'est-à-dire ceux qui ont plus de 45 ans, sont de nombre de 41. Donc, à ce jour, 36 enseignants ont reçu le vaccin, c'est-à-dire il reste 5. Les 5 enseignants, on en a 2 qui ont des problèmes. Il y a un enseignant, une enseignante qui a déjà eu le Covid, qui était atteinte, donc elle ne peut pas faire. Une qui a des allergies, 2 autres qui ont eu simplement peur, donc vu que c'est libre. Donc, tout à fait, et le dernier, un autre enseignant, il considère que la gravité de la pandémie ne mérite pas le vaccin. Donc voilà, donc, c'est une étude sociologique du comportement par rapport au vaccin, mais la majorité, il y avait un engouement, au contraire. Les enseignants, ils étaient là après et demandaient, il n'y avait pas, à part quelques exceptions. Voilà. Et comment se portent les personnes qui ont été vaccinées? Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires qui ont été signalés? Non, aucun effet secondaire. Seulement un enseignant qui a eu des vertiges. Après 3-4 jours, chaque fois, il disait j'ai des vertiges. Ce qui reste bénin. Mais c'est bénin, c'est voilà. Alors parlons un petit peu des cours en ce moment. Comment ça se passe à la faculté et quel impact a eu la pandémie sur le fonctionnement des cours? Il faut dire que nous, on était un petit peu prévenus à l'avance, si je puis dire. On avait anticipé, on avait entamé une stratégie de transformation digitale de toute l'université avec le nouveau projet de développement de l'université. Donc avant le Covid, quelques mois avant le Covid, on avait entrepris une transformation digitale en partenariat avec
l'agence de développement digital. Et donc, on a digitalisé un petit peu l'ensemble des tâches administratives et pédagogiques. Lorsque le Covid était là, on était déjà prêt, on était préparé un petit peu, initié. Bien sûr, il y a eu des réticences par rapport à cette nouveauté. On a été pris au dépourvu par l'arrêt des cours, donc il fallait faire les cours en ligne, à distance, et les examens aussi. Il y a eu donc un retard par rapport à la phase de 2020, mars 2020 jusqu'à... Ce qui fait qu'on a tout repris à la rentrée de 2021. Maintenant, alhamdoulilah, on a une plateforme numérique dans laquelle on organise tous les cours et les enseignants sont tous initiés maintenant et ils maîtrisent parfaitement cette manière de faire à distance et en ligne. Nous avons été équipés quelques mois avant par des machines pour le passage des examens en mode QCM, c'est-à-dire les questions à choix multiples, avec plusieurs variantes pour assurer une sécurité, une garantie pour les examens aussi. Voilà. Driss Labadi, merci pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie. L'opération de vaccination qui se poursuit à travers le royaume, comme ici dans la région de l'Oriental où plus de 1300 stations fixes et points mobiles ont été mobilisés pour cette première phase de la campagne qui vise au niveau de cette région une population cible estimée à plus d'1 382 000 personnes. Cette opération nationale, vous le savez, se déroule de façon progressive et par tranche et bénéficiera à terme à l'ensemble des citoyens marocains et résidents âgés de 17 ans et plus. Et toujours concernant l'opération de vaccination, c'est un total de plus de 746 000 personnes qui ont reçu le vaccin depuis le lancement de l'opération le 29 janvier à ce soir 18h. Autre chiffre qui concerne cette fois-ci la propagation du virus. Durant ces dernières 24 heures, 564 nouveaux cas de contamination ont été enregistrés au Maroc, un intervalle durant lequel 12 décès ont été annoncés. Concernant les guérisons, 719 rémissions ont été répertoriées à travers les différentes régions du royaume. Plus de 148 millions de doses de vaccins anti-Covid ont été administrées dans au moins 91 pays ou territoires. Le vaccin n'a jamais été autant sollicité. L'Europe, pour sa part, réalise la difficulté d'une production de masse des doses de vaccins. De son côté, l'Allemagne envisage de prolonger le confinement partiel. Le tour d'horizon est signé Mamadou Diaye. L'Europe a-t-elle été trop ambitieuse dans son objectif de vaccination? C'est ce que semble reconnaître la présidente de la Commission européenne. Face aux eurodéputés, Ursula von der Leyen reconnaît les difficultés d'une production de masse dans des délais records. Globalement, nous avons sous-estimé la difficulté liée à la production de masse. Il faut normalement 5 à 10 ans pour produire un nouveau vaccin. Nous l'avons fait en 10 mois. C'est une grande réussite scientifique. Nous devrions en être fiers. Dans l'attente de vacciner toutes les populations cibles, les mesures de restriction s'intensifient. L'Allemagne entend prolonger le confinement partiel jusqu'au 14 mars, une mesure renforcée mise en place depuis novembre dernier et qui est diversement appréciée. Je suppose que tout le monde en a assez et mon grand souhait est de pouvoir enfin manger au restaurant. Nous avons déjà fait quelques erreurs comme à Noël où nous étions trop flexibles et cela nous a montré que nous payons immédiatement. Je comprends donc parfaitement. Elle est la preuve vivante que le coronavirus n'est pas invincible. Lucie Randon, française, 117 ans et doyenne des Européens, a réussi à vaincre la maladie. Elle avait été testée positive au Covid-19 le 16 janvier dernier. Et en Tunisie, la situation épidémiologique est toujours inquiétante. 75 décès et 811 cas ont été enregistrés en une journée. Une crise sanitaire dans un pays en plein blocage politique depuis plusieurs semaines. C'est le sujet de la chronique de Amina Benkhalq, un œil sur le monde. Amina, bonsoir. Où en est la situation politique en Tunisie et est-ce qu'un scénario de sortie de crise se profile à l'horizon ? Bonsoir Ehsan, rien ne laisse présager pour l'instant un quelconque scénario de sortie de crise. Le bras de fer au sommet de l'État semble s'éterniser. Je rappelle qu'à l'origine de cette nouvelle impasse politique en Tunisie depuis plusieurs semaines, il y a eu un remaniement ministériel effectué par le chef du gouvernement, Hicham Mechichi, qui a décidé de nommer 11 nouveaux ministres. Il s'agit de portefeuilles importants comme la justice, la santé, la formation professionnelle ou encore l'intérieur. Ce remaniement
gouvernement a reçu la confiance du Parlement avec une majorité de 134 voix sur 217. Mais le président de la République, Kais Saïed, continue de s'opposer à l'entrée en fonction de ses 11 ministres en invoquant des soupçons de corruption autour de certains candidats. La principale centrale syndicale de Tunisie, l'UGTT, a essayé d'engager ces derniers jours une médiation pour une sortie de crise, mais rien n'y fait. Le président refuse de recevoir la nouvelle équipe gouvernementale pour la prestation de serment. Cette crise survient dans un contexte particulier au moment où le pays devait célébrer le 10e anniversaire de la Révolution du Jasmin. Un moment également marqué, Amina, par une vague de manifestations depuis 2 mois maintenant. Et oui, Hassan, cette vague de manifestations est liée en partie au bilan plutôt amer de la Révolution 10 ans après. Car depuis 2011, 13 gouvernements se sont succédés, ce qui en dit long sur le climat d'instabilité politique qui règne dans le pays. Les manifestants ont aussi investi les rues pour dénoncer la corruption, la répression policière ou encore l'attitude de dirigeants, selon eux, détachés des vrais problèmes des Tunisiens. Des problèmes comme le chômage élevé des jeunes. Regardez au 3e trimestre de 2020, 35,7% de chômage chez les 15-24 ans. Cette colère s'est également exacerbée après la révélation d'un autre chiffre morose, un recul historique de 7% du PIB prévu par la loi de finances 2021, en partie à cause de la crise du coronavirus. La gestion de la pandémie a justement été sévèrement critiquée lors des manifestations de ces dernières semaines en Tunisie. Le pays traverse décidément 3 crises majeures, sociales, économique et sanitaire, mais également une situation politique et saine des plus complexes. Merci Amina pour ce décryptage. On vous retrouve la semaine prochaine. À présent, ce message de félicitations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Moussa Faki Mahamat suite à sa réélection méritée, souligne le souverain à la tête de la commission de l'Union africaine. Le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été reconduit samedi 6 février pour un mandat de 4 ans à la présidence de la commission de l'Union africaine au premier jour d'un sommet virtuel de l'organisation continentale. L'ex-premier ministre du Tchad a reçu le soutien de la quasi-totalité des États membres. Direction la Birmanie où la mobilisation ne faiblit pas. Ils étaient encore plusieurs dizaines de milliers à manifester ce mercredi pour réclamer le rétablissement de la démocratie. Après le coup d'État militaire, une mobilisation toujours aussi forte malgré une répression qui a franchi un nouveau cap ces dernières 24 heures. L'ONU a condamné l'usage disproportionné, inacceptable de la force par l'armée à l'origine du coup d'État du 1er février. De nombreux protestataires ont été blessés, dont certains grièvement, d'après des rapports reçus de plusieurs villes du pays, selon le coordonnateur résident des Nations Unies en Birmanie. Ils ont dit oui. Une majorité de sénateurs a estimé que le procès de Donald Trump était conforme à la Constitution et pouvait se poursuivre lors d'un vote à l'issue d'une première journée d'audience. Au total, 56 sénateurs contre 44 ont voté pour la poursuite du procès de l'ancien président dans le cadre de la procédure de destitution, même s'il a quitté la Maison-Blanche et n'est plus qu'un simple citoyen. C'est la première fois qu'un ex-président américain est jugé en destitution. Retour à l'actualité nationale avec cette saisie. Les éléments de la brigade anti-gang relevant de la police judiciaire de Fès ont mis en échec 2 opérations de trafic de drogue. La première au niveau de la route nationale reliant Outat el-Hajj et Boulmen et la deuxième aux environs de Gursif. Cette affaire a permis de saisir un total de 1325 kilos de résine de cannabis. A signaler également ce démantèlement important d'un réseau à Nador. 16 personnes ont été interpellées pour leur implication présumée dans une affaire de mise en place de dépôts pour la fabrication et la préparation de matériel destiné à l'immigration clandestine, traite humaine et trafic international de drogue et de psychotropes. Reportage Fouad El-Zouzi, le commentaire est de Jazel Hamel. 10 embarcations pneumatiques de grande taille, 23 moteurs marins et près de 1000 gilets de sauvetage. C'est entre autres la saisie réalisée par la brigade de la police judiciaire de Nador. L'opération menée en étroite coordination avec les services de la DGST a permis de démanteler un réseau criminel.
Mardi, nous avons procédé à l'interpellation de 16 individus, dont l'un est originaire d'un pays d'Afrique subsaharienne, pour leur implication présumée dans une affaire de mise en place de dépôts pour la fabrication et la préparation de matériel destiné à l'immigration clandestine, traite humaine et trafic international de drogue et de psychotropes. Des opérations sécuritaires menées simultanément à Silwan, l'Aroui, Bouarg, Zrenran et An-Nador par une équipe composée de 15 groupes. Des groupes ayant assuré les recherches, l'investigation et l'intervention sur le terrain qui ont mené à la découverte de 5 dépôts au total. Les fouilles ont permis de mettre la main, entre autres, sur 150 kg de Shira, 8 voitures, près de 167 000 dirhams, 4 plaques d'immatriculation falsifiées, 7 jerrycans d'essence d'une capacité de 30 litres chacun. Les premiers éléments de l'enquête révèlent que 2 des suspects interpellés sont recherchés au niveau national pour organisation de l'immigration clandestine et escroquerie. Un 3e est suspecté d'être imprégné d'idées extrémistes. Restez avec nous à suivre en deuxième partie de ce journal. Pour mieux s'adapter aux aléas du climat, les agriculteurs opèrent désormais une reconversion des cultures céréalières vers les segments à fort rendement. Exemple dans la province de l'Haous. Une année blanche pour les exploitants de salles de théâtre et de cinéma ainsi que tous les acteurs culturels. Même s'il n'y a encore aucune perspective quant à la reprise de leur activité, ils semblent, on le verra, déterminés à garder le moral. Mais avant cela, ce focus, c'est le premier pourvoyeur industriel d'emploi en Maroc, le secteur du textile, un secteur qui est aussi le plus touché par l'informel. Les chiffres non officiels donnent le tournis. 200 000 entreprises opèrent dans l'informel avec des ouvriers privés de leurs droits les plus fondamentaux. Quelles sont les causes de ce déséquilibre? Éclairage dans ce reportage commenté par Oussama Al-Baqali. La tragédie survenue ce lundi à Tanger l'a parfaitement mise en exergue. La pratique d'activités économiques clandestines, notamment dans des secteurs nécessitant des normes de sécurité importantes, telles que l'industrie, a toujours lésé en premier ses travailleurs. Au Maroc, c'est l'industrie textile qui en souffre le plus. En toute sincérité, il s'agit d'une problématique importante. Le secteur textile a besoin d'une nouvelle vision et d'une nouvelle stratégie qui puisse donner la possibilité de créer des unités de production respectant les droits des employés et leur assurant la sécurité. C'est une problématique profonde qui touche également d'autres secteurs. Selon l'article 24 du Code du travail, l'employeur a une obligation générale dans la prise des dispositions afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement de leurs tâches. Bien que réglementé, ce dispositif est difficilement surveillé. C'est le ministère de l'Emploi qui est concerné en premier lieu par la préservation de la sécurité au sein des lieux de travail. Pour cela, les inspecteurs du travail sont tenus de mener des visites mensuelles dans ces endroits, mais vu le manque important de ressources humaines, il est impossible de faire la couverture de toutes les unités. Selon certains juristes, c'est à l'article 135 régulant la déclaration de l'ouverture de nouvelles entreprises que se trouve la principale faille juridique permettant le foisonnement du secteur informel. Si l'employeur est obligé d'adresser par lettre sa déclaration aux inspecteurs du travail, il n'est pas tenu par cette loi de le faire vis-à-vis des autorités administratives et locales. C'est une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux et qui suscite l'inquiétude du côté de Marrakech. Des images montrant des fissures profondes sur et sous le pont Oued Tensift implanté sur la route nationale 9 reliant la cité Ocre à Sidi Bou Atman. Qu'en est-il vraiment? Faut-il s'inquiéter? Élément de réponse avec Izza Charqi et Mohamed Chim. Vacillements et multiples fissures, le pont de Oued Tensift présente aujourd'hui certains signes de détérioration qui inquiètent les automobilistes ainsi que les riverains. Un pont très fréquenté qui voit passer au quotidien entre 25 et 30 000 véhicules, toutes catégories confondues. Cette crainte exprimée par les habitants ainsi que les automobilistes est due au fait que le pont est très fréquenté. Le pont vacille quelque peu. Ceci est un appel aux autorités afin que l'ouvrage soit rénové. Une récente expertise technique réalisée par le département de tutelle a révélé que le pont ne présentait aucun danger. L'ouvrage nécessite uniquement un entretien des équipements. Il faut signaler que l'ouvrage a fait l'objet d'une expertise technique qui a émis
des recommandations en ce qui concerne l'entretien et la réparation de quelques équipements de l'ouvrage uniquement. Mais la structure porteuse de l'ouvrage n'est pas affectée. Le pont de Wad Tansift a été mis en service en 1994. Le coût des travaux d'entretien dont il fera l'objet est estimé à plus de 7,5 millions de dirhams. Pour mieux s'adapter aux aléas du climat, les agriculteurs opèrent désormais une reconversion des cultures céréalières vers les segments à plus fort rendement. Exemple, dans la province de Haouz, où plusieurs agriculteurs ont commencé à planter du caroubier qui offre une meilleure production et des revenus allant jusqu'à 20 000 dirhams par hectare. Reportage d'Hassan Ouben, le récit est de Jazil Hamel. Ces agriculteurs de la commune de Tazert dans la province d'El Haouz entament la plantation de leur caroubier. La deuxième tranche du projet de développement de la filière s'étend sur 1774 hectares et s'inscrit dans la stratégie Génération Green 2020-2030. Cette région fait face à une sécheresse accrue. Le manque de précipitations était une réelle problématique, mais le caroubier a pu donner de bons rendements et ne demande pas beaucoup d'eau. C'est un arbre اللي ان شاء الله ça va donner un bon résultat وبالنسبه للفلاحه يقدر يعطيه مردود ديال entre 10 000 et 15 000 jusqu'à 20 000 dirhams par an. Donc c'est 1000 fois mieux que les céréales et c'est garanti. En plus d'améliorer les revenus des agriculteurs, l'objectif est de lutter contre la désertification, mais également de permettre d'atteindre à terme une production de plus de 5 tonnes et de créer in fine 50 000 jours de travail par an. Un projet dont le coût total s'élève à plus de 137 millions de dirhams. Cette deuxième tranche devrait concerner près de 500 agriculteurs. Le caroubier détient une grande place au niveau national. Le Maroc est l'un des premiers pays exportateurs au monde de caroubier. La première tranche de ce projet, qui consistait en la plantation de 400 hectares de caroubier dans la commune de Tazert, a été une réussite sur tous les plans, de quoi rassurer les 1700 agriculteurs de la province d'El Haouz concernés par le programme global d'agriculture solidaire. On va continuer à parler de l'activité agricole avec le directeur de l'irrigation et de l'aménagement de l'espace agricole au sein du ministère de l'Agriculture, Ahmed Bouhari. Bonsoir. Alors commençons par une évaluation de la situation. Bonsoir. Avec les précipitations qui se poursuivent. Comment est-ce que vous évaluez la campagne agricole pour cette année et le rendement des principales cultures? Alhamdoulilah, avec les dernières pluies, la campagne agricole se déroule dans de bonnes conditions. Au début de l'année, les indicateurs, actuellement, les indicateurs sont tous au vert par rapport à un début de campagne qui était un peu difficile. D'abord, il y avait un retard de pluie, un niveau bas des barrages, il y a une coupure d'irrigation au niveau de la plupart des périmètres irrigués, à part les bassins du Nord. Alhamdoulilah, actuellement, on enregistre près de 210 mm de pluie, et comme moyenne au niveau national, et des apports d'eau qui avoisinent les 3 milliards de mètres cubes, ce qui a permis de relever le niveau des taux de remplissage des barrages de 35% au niveau de début de la campagne à 46% actuellement. Et on s'attend, Inch'Allah, à ce que ces réserves soient améliorées davantage dans les prochaines semaines avec le début de la fonte des neiges, parce que là, Dieu merci, il y avait beaucoup de neige. Ces pluies ont permis de créer une vraie dynamique auprès de nos agriculteurs. Actuellement, près de 5 millions d'hectares sont déjà emblavés et les cultures sont installées. Et ce que je peux dire, en espérant un mois de mars pluvieux, Inch'Allah, que le ministère est vraiment très confiant pour une bonne campagne agricole cette année. Et on est optimiste pour des rendements favorable pour les principales cultures, notamment les céréales et le maraîchage. Alors, le ministre de l'Agriculture qui était au Parlement hier a souligné qu'une politique proactive s'impose face aux ressources hydriques qui sont limitées. Est-ce qu'il y a une vision dans ce sens? Quelle est la stratégie qui a été mise en place pour une meilleure économie d'eau? Effectivement, nous sommes conscients au ministère de la limitation de nos ressources en eau au niveau national. C'est pourquoi l'économie et la valorisation de l'eau a été érigée en priorité absolue dans le cadre de la stratégie Plan Maroc Vert. Aujourd'hui, 40% de notre superficie irriguée est équipée en goutte à goutte. C'est l'équivalent de 630 000 hectares sur 1,6 million à l'échelle nationale. Ce qui place le Maroc parmi les pays les plus avancés dans le domaine de l'économie de l'eau.
Cet effort a permis à notre pays d'économiser, de valoriser plus de 2 milliards de mètres cubes d'eau annuellement. C'est l'équivalent de la capacité d'un grand barrage comme le Messira, de générer une valeur de production agricole de plus de 20 milliards de dirhams additionnels, d'améliorer les revenus des agriculteurs et surtout de créer plus de 2000 entreprises TPE et PME qui opèrent dans le domaine des gouttes à gouttes. Et entre parenthèses, le secteur d'irrigation qui constitue même pas 16% de la superficie agricole utile au niveau national, il participe à plus de 50% de la valeur ajoutée agricole, à plus de 75% des exportations et il emploie plus de 40% des jeunes. Cet effort, on ne va pas l'arrêter, on va le continuer, poursuivre cette dynamique d'économie d'eau où, Inch'Allah, avant 2030, on va atteindre le million d'hectares irrigués en goutte à goutte. Alors, une dernière question. Le Maroc a lancé de grands projets de dessalement d'eau de mer pour irriguer justement les terres agricoles. Brièvement, quel est l'état d'avancement de ces projets? Merci. Comme je viens de le signaler, nos ressources en eau conventionnelle, c'est-à-dire de l'eau douce, qui est l'eau de pluie, qui est stockée soit au niveau du barrage, soit au niveau de la base, sont très limitées au niveau national. C'est pour ça le recours aux ressources non conventionnelles, notamment le dessalement de mer, s'impose comme alternative, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en échapper. Et Dieu merci, heureusement, notre pays dispose beaucoup d'atouts. D'abord, on dispose de plus de 3500 km de côte, on dispose de gisements d'énergie renouvelable énormes, le solaire et l'éolien. Et heureusement pour nous, la plupart de nos villes sont dans le littoral. Donc le département de l'agriculture a lancé en 2018 la construction de la plus grande station de dessalement au niveau national, qui est la station d'Agadir, pour dessaler près de 400 000 mètres cubes jour, c'est l'équivalent de 150 millions de mètres cubes par an, pour permettre, d'alimenter en eau potable le grand Agadir, et surtout, d'irriguer 15 000 hectares dans la plaine du Chtouka, pour réduire la pression sur la nappe et permettre de pérenniser tous les investissements privés et sauvegarder les emplois dans la région. Ahmed Bouhari, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose à présent d'aller du côté de la province de Khnefra à Ejdir, au cœur de la cédrée du Moyen Atlas, un site qui regorge d'atouts naturels avec des possibilités d'hébergement qui sont très larges. Mais en cette période de pandémie, les professionnels du secteur font grise mine. Les visiteurs se font de plus en plus rares. Reportage Sarah Jabri et Driss Kohen. À 30 km du centre de Khnefra, au cœur de la cédrée d'Ajdir, se situe le lac Aglmamazgza, traduction en amazigh du lac vert, en raison de la couleur de ses eaux. Perché à plus de 1500 mètres d'altitude, c'est une destination idéale pour passer des vacances en montagne. C'est une belle région, la nature est à couper le souffle et les paysages sont variés et diversifiés. Entre lacs, forêts et montagnes enneigées, on s'y repose bien comme il faut. Sur place, les possibilités d'hébergement sont diverses. Des auberges et des gîtes proposent plusieurs formules. Mais en pleine crise sanitaire, l'affluence est maigre. Cet établissement hôtelier reçoit très peu de clients nationaux, mais aucun touriste étranger depuis des mois. Je suis ébloui par la beauté des paysages, en plus de la qualité d'hébergement. Je suis très bien accueilli et je compte rester ici encore quelques jours pour bien en profiter. Le tourisme de montagne a été lui aussi frappé de plein fouet par la crise. Nous espérons pouvoir reprendre une activité normale cette année, après la fin de l'opération de vaccination anti-Covid. L'optimisme est donc de rigueur pour les professionnels du secteur qui mettent les petits plats dans les grands pour séduire les visiteurs, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. Un mot de sport avec cette décision. La Fédération royale marocaine de football a adressé une lettre à la commission des clubs de la Confédération africaine, l'informant que les autorités marocaines ont refusé la tenue du match prévu ce samedi entre le Wydad Casablanca et le club sud-africain de Kaizer Chiefs en raison des restrictions de déplacement pour lutter contre la pandémie. Le département de Fawzi El-Rja a demandé soit un report de la rencontre, soit sa tenue dans un pays neutre.
Une année blanche pour les exploitants de salles de théâtre et de cinéma, ainsi que tous les acteurs culturels qui n'ont encore aucune perspective quant à la reprise de leur activité. Malgré quelques subventions reçues du ministère de tutelle, ils ont beaucoup de mal à faire face à leurs charges, mais semblent déterminés, on va le voir, à garder le moral. Reportage Atman Mawadeh et Mohamed Lqant, le récit est de Sami Halis. Dans ce complexe culturel de la capitale économique dont le théâtre est déserté depuis bientôt un an, l'heure est au bilan. L'urgence sanitaire est passée par là et l'activité stoppée net par la pandémie ne semble pas prête d'être relancée. Mais ces exploitants culturels préfèrent garder le cap, vaille que vaille. Certaines entreprises dont l'activité repose sur les rassemblements, sur des manifestations culturelles et qui donc ont zéro activité, aujourd'hui, ils sont en train de finir une année blanche, l'année d'inactivité et surtout le manque de visibilité d'une réouverture prochaine fait que ce sera très difficile pour ces entreprises de survivre, malheureusement. L'enseignement artistique, autre volet d'activité de cet espace, est maintenu à 50% de ses capacités. La galerie d'art est également fermée. Seule lueur d'espoir, le contrat programme signé récemment avec les professionnels du secteur. La reconnaissance venant de la puissance publique est un encouragement et une nouvelle porte qui s'ouvre pour permettre d'aller de l'avant et trouver des voies créatives. La crise du Covid en général a apporté évidemment beaucoup de contraintes, mais aussi une forme d'introspection qui est très très utile aussi à la création artistique. Les exploitants de salles de cinéma, eux, ne voient pas encore de lumière au bout de ce long tunnel. Ils viennent d'envoyer une lettre au ministère de la Culture pour avoir plus d'informations quant à l'éventuelle réouverture de leurs établissements. Une absence de visibilité qui devrait, selon eux, provoquer la faillite des petits exploitants. Le problème est complexe parce que si on rouvre demain, on n'a pas de film à sortir. Et ça, M. El Ferdaous l'a bien compris et sait à quel point le problème est complexe. Et il est mis comme nous devant cette complexité. C'est difficile. Donc si je rouvre demain, je retrouve 100% de mes charges, y compris mes employés. Et là, on ne fait que précipiter la chute. Nous restons confiants et nous sommes heureux que le ministère nous ait rappelé ce matin. Et nous sommes confiants dans le fait que ça avance. Malgré toutes ces difficultés, les professionnels du secteur, pour la plupart, préfèrent garder la foi en espérant passer ce cap difficile, comme ils ont pu surmonter l'avènement des DVD, des copies piratées et du streaming. Avant de nous quitter, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Des stations de vaccination mises en place au sein des facultés pour permettre au corps éducatif de se faire vacciner. Nous étions cet après-midi à la faculté des sciences humaines et des lettres de Ain Chouk à l'université Hassan II, où plus de 1000 personnes ont été vaccinées en 2 jours. La Tunisie en pleine crise sanitaire et en plein blocage politique depuis plusieurs semaines. C'était le sujet de la chronique de Amina Ben Khalq à Neuil sur le Monde, qui est revenue sur ce nouveau vent révolutionnaire. Démantèlement d'un important réseau à Nador, 16 personnes ont été interpellées pour leur implication présumée dans une affaire liée à l'immigration clandestine, traite humaine et trafic international de drogue et de psychotropes. Et nous sommes allés du côté de la province de Hnefra, précisément à Ejdir, au cœur de la cédrée du Moyen Atlas, un site qui regorge d'atouts naturels avec des possibilités d'hébergement très larges. Mais en cette période de pandémie, les visiteurs se font de plus en plus rares. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Ait Abdelmjid juste après Moubachara Ma'akoum avec Jam Agoul Hassan. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain si tout va bien. Excellente soirée à tous.